Nous allons continuer nos présentations sur les infections sévères de la peau et des parties molles en nous focalisant sur les atteintes cervico-faciales. Donc deux présentations vont se succéder. Celle-ci fait référence à la physiopathologie et aux portes d'entrée. Les objectifs pédagogiques sont au nombre de 2 et sont tous les deux de rang B. Un premier objectif physiopathologique qui vise à connaître les mécanismes physiopathologiques des cellules faciales et un deuxième objectif qui est de connaître les différentes portes d'entrée d'une cellulite faciale. Donc on va balayer tout cela assez rapidement. J'ai quelques liens d'intérêt que je vous rappelle, financiers en rapport avec des participations à des congrès avec des laboratoires qui commercialisent des traitements anti-infectieux et un lien qu'on peut considérer comme académique puisque j'exerce dans un centre qui pratique activement l'oxygénothérapie hyperbare sur ces infections sévères des parties molles. Donc on va suivre un plan en 2 étapes. On va d'abord détailler un petit peu les étiologies responsables de ces atteintes cervico-faciales de dermohypodermite, en abordant la notion de rupture de barrière et de déséquilibre entre l'hôte et le pathogène. Et on va ensuite aborder d'un point de vue physiopathologique les éléments qui permettent de comprendre la diffusion de l'infection, qui sont des éléments anatomiques. Donc, tout d'abord les étiologies. Donc assez simplement, en fait, il faut comprendre qu'il y a une rupture de barrière et ou de défense entre l'hôte et la flore oropharyngée dont il est porteur de façon normale, puisque c'est une flore qui est saprophyte. Cette flore va devenir opportuniste à l'occasion d'une rupture de barrière ou de défense. Les grands cadres qui aboutissent à une rupture de barrière ou de défense sont représentés sur la diapositive. En cas de point de départ dentaire, on a une véritable effraction muqueuse, favorisant la pullulation microbienne à l'infection. Donc le point de départ peut être une parodontopathie, un granulome apical, un abcès. Tout cela est favorisé par une mauvaise hygiène bucco-dentaire, par la consommation de tabac et ou d'alcool. Le point de départ, on le verra après, peut être pharyngé et ou amygdalien. On peut aussi avoir des infections avec des ruptures de barrière du fait d'un cancer ORL ou en situation post-traumatique ou post-chirurgicale. Ces bactéries qui étaient saprophytes et qui deviennent opportunistes sont les streptocoques alpha-hémolytiques, quelques bactéries du genre Neisseria, Haemophilus, Moraxella et une flore anaérobie qui est très profuse dans notre flore oropharyngée, avec deux représentants principaux que sont Prevotella et Fusobacterium. On va aborder maintenant les notions de diffusion de l'infection qui font référence à des notions anatomiques. Vous savez que les espaces musculo-aponevrotiques du cou sont répartis en 3 grands espaces aponévrotiques, une aponévrose cervicale superficielle, une aponévrose cervicale moyenne et une aponévrose cervicale profonde. Ces 3 espaces cervicaux, musculo-aponévrotiques sont en contact avec des espaces anatomiques médiastinaux, ce qui explique pourquoi une atteinte diffuse infectieuse de l'aponévrose cervicale superficielle va pouvoir se diffuser au médiastin antérieur, en particulier dans sa partie supérieure, alors qu'une atteinte cervicale moyenne va se diffuser dans le médiastin moyen et qu'une atteinte cervicale profonde va ensemencer le médiastin postérieur. Je vous renvoie au cours sur la dermohypodermite nécrosante pour comprendre pourquoi ces infections diffusent le long des plans de clivage anatomiques. Un autre espace important à connaître est l'espace rétroviscéral ou rétropharyngé qui est représenté sur la droite. Localisé entre l'œsophage en avant et le fascia prévertébral en arrière, vous avez une coupe anatomique sur le bas qui montre que cet espace cellulo-graisseux est un espace virtuel, mais qui peut s'ouvrir comme un livre en cas notamment d'infection à point de départ pharyngé ou amygdalien. Et cet espace, il peut s'ouvrir jusque dans le médiastin, notamment jusqu'à la crosse aortique, favorisant des ensemencements médiastines. Donc on va nous retenir, pour résumer, que les infections cervicales peuvent diffuser dans le médiastin du fait d'une atteinte des plans musculo-aponevrotiques d'une part, ou d'une atteinte de l'espace rétroviscéral ou rétropharyngé d'autre part, et des diffusions qui peuvent être très importantes, en particulier dans le médiastin postérieur, avec l'espace rétroviscéral ou rétropharyngé. Un autre élément de diffusion à connaître concerne les points de départ dentaires, avec deux grands plans musculaires. Premièrement, la diffusion vestibulaire ou génienne en fonction de l'atteinte du muscle par rapport au muscle buccinateur,
La diffusion à l'extérieur du muscle buccinateur est une diffusion génienne, alors que la diffusion à l'intérieur du muscle buccinateur est une diffusion vestibulaire. Le plan mylohyoïdien va aussi expliquer des atteintes qui vont être plutôt vestibulaires ou alors des atteintes du plancher buccal. Quand la diffusion de l'infection se fait en dessous du plan sous-mylohyoïdien, on peut avoir des atteintes, et je vous le montrerai en iconographie, du plancher buccal qui peuvent être vraiment très importantes. Donc petite illustration d'une atteinte des espaces cellulo-graisseux, pharyngés et parapharyngés, aboutissant à un ensemencement du médiastin jusqu'à la crosse aortique, ici, vous voyez. Même chose avec une atteinte vraiment bien précise à point de départ, pharyngée, sur une amygdalite, diffusant dans le médiastin postérieur, très loin, hein, en deçà de la crosse aortique, pour se retrouver en rétro-auriculaire gauche. Donc des diffusions intrathoraciques qui peuvent être vraiment très importantes. Les diffusions, elles concernent aussi des infections collectées. Je vous avais expliqué lors d'une présentation précédente que par définition, ces dermohypodermites sont non collectées, non purulentes. On peut quand même avoir des infections collectées avec des abcès, ici un abcès rétropharyngé après une blessure par un os de poulet. Et vous voyez donc une infection collectée avec une coque, quelques bulles d'air dedans, mais une diffusion qui se fait selon la même modalité avec le clivage de l'espace rétropharyngé jusque dans le thorax. Même illustration. Avec cette fois-ci une lésion non collectée et de nombreuses bulles qui constituent un véritable foyer de dissection anatomique gazeux. Et je voulais illustrer avec cet exemple-là une atteinte du plancher buccal, où vous voyez sous la mandibule de nombreuses lésions qui vont ensemencer le plancher buccal, diffusant jusque dans le médiastin antéro-supérieur, derrière la fourchette sternale. Une petite histoire clinique d'ostéosynthèse de fracture de mandibule après une rixe chez un patient qui prendra des anti-inflammatoires du fait d'une douleur très importante. Et vous voyez des lésions en cours de constitution, voire même limite d'absédation sur le plancher buccal, fusant dans le médiastin antéro-supérieur derrière le manubrium sternal, avec une évolution défavorable chez ce patient qui présentera une évolution nécrosante avec la constitution d'une gangrène gazeuse ensemençant sa cavité pleurale droite avec une pleurésie purulente. Donc le message à retenir, c'est que la physiopathologie de ces infections fait intervenir un déséquilibre dans la relation hôte pathogène, la flore commensale oropharyngée devenant opportuniste à l'occasion de cette rupture de barrière de défense immunitaire. La diffusion de l'infection est guidée par les plans de clivage et les barrières anatomiques naturelles, avec des plans de clivage musculo-aponévrotiques faisant intervenir les différents espaces musculo-aponévrotiques cervicaux d'une part, et d'autre part l'espace pharyngé postérieur, qui est vraiment une zone de diffusion majeure vers le thorax. Ceci explique la présentation clinique et guide le geste chirurgical optimal, qui peut parfois être très invasif pour les diffusions rétrocardiaques ou pleurales. Voilà, merci de votre attention, bon courage.